Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. La taverne de Pongo Jones est heureuse de vous accueillir en ce mois de février 2026 pour regarder et analyser les nouveaux profils TGCM pour l'univers de Briscard et Carnage. Mois de février oblige, les dames sont mises à l'honneur dans les deux univers. On commence donc tout de suite avec l'univers de Briscard, avec une petite Sundar qui va faire quelques petites infidélités potentielles à sa faction en pouvant être recrutée aussi par les Maoks. Nous sommes donc avec Mezu Saru, une Sundar disciple qui vaut 75 pièces d'or. Cette figurine a été sculptée par Emmanuel Pontier et mise en couleur par Gwenelle Jouy-Boulard. Une figurine fort sympathique, où on sent quand même une bonne, influence par rapport au design, du dessin, hein. Moi, ce que je regrette un petit peu par rapport à la figurine, mais ça, c'est à cause du socle, c'est que la figurine sur le dessin paraît beaucoup plus, vive, dans sa posture, comme si elle était sur le point de combattre. La figurine, elle est un petit peu plus en hauteur, un peu moins, accroupie. Et c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu, ça c'est un peu gênant par rapport au dessin, mais la figurine reste néanmoins très sympa. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette figurine de Sundar à 75 couronnes? On a des caractéristiques de Sundar, c'est-à-dire une constitution de 3, une dextérité assez impressionnante de 6, une force de 3, un mental de 4 et un mouvement de 6. 8 points d'action, ce qui n'est pas forcément énorme pour une Sundar. Par contre, 24 points de vie, ce qui est même plus que correct pour une Sundar, hein. Les Sundar ayant tendance à avoir assez peu de points de vie et être relativement fragiles. Elle a une arme, le gun, qui n'est pas un flingue, mais un bâton à deux mains, qui possède l'allonge, qui inflige 1 des 5 plus 2 dégâts et qui donne un bonus de plus 2 en défense, quelle que soit la défense a priori. Donc on reste dans une arme très typée Sundar avec des dégâts aléatoires. Néanmoins, le plus 2 dégâts fixes fiabilise quand même un minimum. Elle a une botte qui est liée au gun avec 4 points d'action, ce qui fait quand même beaucoup de points d'action. Toujours la longe à 2 brasses et 2d5 dégâts, qui permet de repousser l'adversaire ou de reculer la figurine de Mezu d'une brasse. Et en cas de critique, avec un effet unique qui permet d'assommer la victime. Bon, de toute façon, si le critique était multiple, ça ne changerait pas grand-chose. On ne peut pas assommer plusieurs fois la même personne. Elle a 3 compétences, ou plutôt même 5. La première, c'est fraternité, puisqu'elle peut être recrutée par les Maoks. Elle a une compétence qui permet, une fois par partie, de lancer les sorts primordiaux d'élémentalisme. Donc, pour rappel, les sorts primordiaux, c'est les sorts que les sorciers ont gratuitement et automatiquement. Pour l'élémentalisme, c'est la fameuse flamme élémentaire, qui, pour 15 en difficulté, permet de lancer à 5 brasses une petite flamme qui inflige 3 points de dégâts et ignore l'armure. Et c'est surtout 3 points de dégâts de feu. Un sort que la plupart des joueurs élémentaires ont dans leur package et utilisent, voire abusent, ne serait-ce que pour l'effet dégâts, enfin, jet mental à cause des dégâts de feu. En tout cas, un bon sort, même si avec un mental de 4, il est relativement difficile à lancer pour Mezuzaru de base. Le second sort, c'est le sort d'air mineur qui, pour 2 points d'action aussi, a une portée de 5 brasses qui dure un tour et qui fait que tous les ennemis autour donc de Mezuzaru dans les 5 brasses du lanceur doivent lutter contre le vent et donc se déplacent comme s'ils étaient dans un terrain qui réduisait les mouvements de 1. Donc, ce qui fait que l'adversaire a un peu plus de mal à s'approcher de Mezuzaru. Et c'est un sort qu'on utilise peu, mais on va voir qu'avec Mezu, il est très fort puisque en fait cette dernière, elle a 3 autres compétences, de la nouvelle saison, c'est-à-dire bondissant 4, puisque ça veut dire que quand elle se déplace, qu'elle charge ou autre, elle ignore tous les éléments de décor ou les figurines, amis comme ennemis, ayant
une taille de 4 brasses ou moins, hein, 4 brasses ou moins, je pense que même la majorité des figurines imposantes, elles leur sautent au-dessus. Donc ça ne gêne pas, donc ça gagne quand même en mobilité. Avec un mouvement de 6, c'est quand même loin d'être déconnant. Et ça fait que la figurine est quand même très compliquée à bloquer. Elle a l'instinct de survie de difficulté 2, ce qui fait que, pour rappel, cette compétence permet à Mezuzahru, quand elle se fait charger, de claquer donc 2 points d'action pour réaliser immédiatement un mouvement complet potentiel, donc de 6 brasses et avec ce mouvement, elle est considérée comme libre. Donc un adversaire, tant qu'elle a des points d'action, au moins 2 points d'action, bah, l'adversaire à chaque fois qu'il la charge, elle peut claquer 2 points d'action pour se désengager finalement automatiquement et gratuitement. Ce qui peut bloquer les charges et forcer l'adversaire à se redéplacer pour la recharger. Mais il y a forcément un énorme gain pour Mezuzahru, puisque elle a la longe, donc elle peut se désengager tout en gardant l'engagement sur l'adversaire si elle le souhaite, et surtout elle a un mouvement de 6, ce qui fait que si l'adversaire a un mouvement de 5 ou moins, et qu'il n'a pas une grosse allonge, bah en fait Mezu, pour 2 points d'action, elle se désengage, et l'adversaire, s'il veut la réengager, il va devoir faire 2 mouvements, et donc généralement claquer 4 points d'action. Donc c'est ultra rentable. Sachant que l'adversaire, à ce moment-là, il a toujours pas tapé. Mmh. Et c'est là que le sort primordial des vents, mineurs devient encore plus fort, puisque avec le sort-là, chaque adversaire qui va se déplacer dans les 5 brasses autour d'elle, va voir son mouvement réduit de 1. Ce qui fait que ça va être encore plus compliqué, notamment pour la plupart des briscards qui ont un mouvement de 3 ou 4, puisque avec le mouvement de 6 de Mezuzahru, puis ce sort-là, on passe à un mouvement de 3, voire de 2, ce qui fait que l'adversaire se retrouve à devoir faire 2, voire même 3 mouvements pour la réengager. Et à côté de ça, histoire de compléter sa forte mobilité, elle a Éclaireur 2, qui lui permet, pour rappel, donc, de se déployer en début de partie à 2 brasses plus loin que la zone de déploiement initiale permise par le scénario, hein. On rappelle, à Briscard, c'est les 2 brasses au sol, hein. Si elle peut se déployer 2 brasses plus loin en profondeur au sol, même s'il y a un grand bâtiment qui a 3 étages, elle a le droit de se mettre au 3e étage de ce bâtiment, qui est un petit peu plus en avant. Donc potentiellement, elle peut se déployer quasiment où elle veut. Ce qui lui permet presque même d'être directement au contact d'un objectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce profil? C'est un profil de Sandar qui est pas excessivement cher, hein, avec 75 couronnes. Les Sandar coûtent relativement peu cher de base, mais ont tendance à être relativement fragiles. C'est pas vraiment son cas, avec ses 24 points de vie. Au vu de ses caractéristiques, on pourrait croire qu'elle risque de voler assez facilement, mais pour rappel, son arme lui donne plus en défense, donc finalement défensivement, c'est comme s'il avait déjà un 5 en constitution et ben, pour 2 points d'action, elle fait une défense, d'esquive à 6 + 3 + 5. On commence à monter à un seuil assez impressionnant, hein, pour un petit profil, j'allais dire. Elle a en plus une forte mobilité puisque pour arriver à l'engager au corps à corps avec son instinct de survie, ben, il faut y aller, il faut chercher et il faut déjà qu'elle soit, quasiment sans point d'action. Voilà. Ça va être d'ailleurs l'une des difficultés de Mezuzahru en tant que joueur, de maintenir le bon taux de stock, pardon, de points d'action, justement pour la maintenir en vie. C'est sûr qu'une fois qu'elle a plus de points d'action, même avec une parade à 5 de base, c'est pas extraordinaire. Et les 24 points de vie peuvent vite tomber. Au niveau de ses attaques, son attaque de base est très forte, hein. Une attaque avec allonge qui fait 1d5 plus 2 dégâts. On passe quand même de 3 à 7 dégâts potentiels sur une arme à allonge. C'est loin d'être dégueu, hein. Par contre, ça prend les 2 mains pour frapper. Donc on oublie les combos avec un petit bouclier ou un truc comme ça. Par contre, sa botte, elle est beaucoup plus situationnelle parce qu'elle coûte très cher en points d'action. Et finalement, en termes de dégâts, 2d5 dégâts, clairement, si on veut vraiment jouer uniquement sur les dégâts, on fait plutôt 2 attaques de base.
pour avoir finalement 2d5 plus 4 dégâts au lieu du 2d5. L'intérêt quand même de la botte, c'est qu'on fait dextérité plus force, donc on a un seuil qui passe de 6 à 9. Et l'autre intérêt, c'est que ça permet de repousser l'adversaire ou de reculer soi-même d'une brasse. Et c'est surtout ça l'intérêt de la botte, c'est que ça permet à Meizuzaru d'avoir une capacité de désengagement qui, en plus, fait des dégâts. Hein, finalement, c'est une sorte de feinte. C'est une feinte qui ne coûte 4 points d'action au lieu de 3, mais qui fait en plus des dégâts et qui peut potentiellement, avec une réussite critique, en plus assommer l'adversaire. Voilà. Donc elle n'est pas déconnante, mais c'est vraiment dans la situation, l'adversaire m'a engagé. Voilà. Est-ce que je tente une feinte à 3 points d'action? Est-ce que je tente un désengagement à 2 points d'action? Ou est-ce que je fais cette botte à 4 points d'action pour me désengager? L'intérêt en plus de cette botte, pour se désengager, et c'est là qu'il y a l'intérêt du recul d'une brasse, c'est que si vous êtes engagé avec plusieurs adversaires, et notamment si un adversaire qui est dans les deux brasses mais pas juste à côté, la feinte ne marche pas, le désengagement est plus compliqué parce que c'est un jet d'opposition, mais vous pouvez taper un peu plus loin sur un adversaire qui a peut-être déjà plus de points d'action ou qui a un seuil plus faible, hein. Si vous êtes engagé au corps à corps avec, je sais pas moi, un colosse ichtien ou genre Catodos, etc., qui a encore 6 points d'action, vous avez peut-être pas trop envie d'aller taper sur le bonhomme là, sachant que juste à côté, il y a peut-être juste un petit fougou qui a plus de points d'action ou qui a que un petit point d'action, et donc forcément son seuil sera plus bas. Voilà, donc ça permet de certains choix, mais je le vois plutôt dans une situation où je vais me désengager, soit en repoussant l'adversaire, soit en reculant un peu, pour me désengager moi-même d'un adversaire qui a pas d'allonge. Hein. Après, il peut y avoir un intérêt s'il y a un seul adversaire, comme on le repousse, il y a un autre briscard derrière ou un mur, forcément il y aura des dégâts de collision. Donc on aura les 2d5 dégâts plus les fameux 1d5 dégâts de collision. Voilà. Mais ça reste situationnel comme bot au vu du coup. Les 4 points d'action me semblent tout à fait logiques, mais ce ne sera pas systématique. Voilà. Et ensuite, il y a dans quelle faction finalement la jouer, puisque on peut la jouer en Sundar, on peut la jouer en Maok. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Néanmoins, j'ai tendance plus à la voir dans une bande de Maok. Alors, je m'explique. Déjà, on va voir en Sundar. Le problème de Meizuzaru dans les Sundar, c'est que, j'allais dire, elle apporte en soi pas énormément de choses en plus, à part sa grande mobilité, avec bondissant, instinct de survie et éclaireur. Vu que elle a des caracs de Sundar, un profil de Sundar avec une grande mobilité, etc., elle apporte quand même la longe et elle bénéficie néanmoins dans la faction Sundar des différentes combos habituels des Sundar, c'est-à-dire la magie Sundar qui est extrêmement forte, notamment, je vois, avec ses armes, puisque c'est des dégâts aléatoires. Et puis l'intérêt de la magie, c'est que des Sundar, c'est quoi? On gère un peu cet aléatoire, donc quand on fait 2d5 dégâts, qu'il y a un dé qui fait 1 dégât, on peut être tenté de le relancer. Et de la même manière, on peut être tenté, avec le sort qui va bien, de retourner le dé pour permettre un critique, par exemple, qui permet d'assommer la victime avec la botte. Donc, c'est un bon profil hein, en Sundar, moi je l'aime bien, il est très sympa, mais c'est vrai que quand on le compare dans une faction Maok, il y a des avantages qu'on a en plus chez les Maok qui font qu'elle paraît très intéressante chez les Maok. J'ai juste une petite question dans la faction Sundar, c'est dans les combos avec un Maturin. Puisque le Maturin, il a la compétence Vigie qui permet, en fait, il se met à hurler quand un ennemi charge à moins de 5 brasses un de ses compagnons. Et donc la question que je me pose, c'est tous les Sundar à ce moment-là sont considérés comme ayant un PA de plus pour réagir s'ils sont la cible de cette charge. La question pour Meizuzaru, c'est est-ce que l'instinct de survie est une réaction à la charge? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Ce qui fait que littéralement, Meizuzaru avec un voire deux Maturins dans sa bande, et dans ce cas-là, c'est vraiment très fort,
ben, son instinct de survie ne lui coûte pas 2 points d'action, mais un, voire 0, si vous avez 2 Mathurins juste à côté. Ce qui fait qu'en fait, Mesuzaru, vous la chargez, elle se barre gratuitement pour 0 point d'action, et l'adversaire peut se mettre à courir tout autour d'elle. Elle, ça lui coûte rien, l'adversaire, ça lui coûte des points d'action. Donc, littéralement, comme ça, si TGCM me confirme que je dis pas de bêtises, Mesuzaru, je la vois très bien avec 2 Mathurins. Voilà. Et avec un petit sorcier Sundar, mais bon, généralement les Sundar, ils aiment bien avoir un sorcier, un lanceur de sorts, parce que la magie, ça complète bien. Voilà. Après, le reste de la compo, je vois pas, j'ai pas trop trouvé d'autres grosses combos intéressantes. Voilà. On va venir au côté Maok, qui lui, ben, chez les Maok, Mesuzaru, c'est une disciple. Voilà. Et c'est ça en fait qui fait un peu tâche par rapport au Sundar, c'est que Mesuzaru, c'est une disciple, mais c'est pas un homme de main. Hein. Et les dernières sorties Sundar, il y a beaucoup de combos avec les hommes de main. Je pense notamment à comment il s'appelle, à Spider. Hein. Non, pas Spider, c'est attendez, je vais retrouver son nom, le perso que j'aime bien, Salty. Hein, qui fait que Salty, il donne un bonus aux hommes de main de la bande, puisqu'ils réussissent automatiquement leur jet de morale. Et en plus de ça, une fois par tour, ils ont le droit à un dé bonus pour une action. Voilà. Et ben, cette pauvre Mesuzaru, elle est disciple, mais elle n'est pas homme de main. Voilà, fallait choisir. Elle a fait des infidélités au Sundar, et résultat, ben, elle perd quelques combos possibles. Euh, En parlant de ça, de Spider, je vois un autre bonus avec Spider en côté Sundar, c'est que le petit Spider, il peut être bricoleur et il peut construire des barricades. Des barricades qui ont la taille d'un socle et qui font 2 brasses de haut. Et donc, littéralement, Mesuzaru, ben, comme elle a bondi 104, elle peut sauter par-dessus les barrières, qui font que 2 brasses gratuitement. Ce qui fait que vous pouvez très bien, par exemple, vous mettre d'un côté de la barricade et vous protéger des tirs, puisque la figurine n'est pas très très grande, donc l'adversaire ne pourra pas vous tirer dessus tant que vous êtes de ce côté-là. Et si on vous charge, eh ben, vous allez pouvoir utiliser l'instinct de survie pour vous sauter par-dessus la barrière et vous passer de l'autre côté de la barricade, tout en étant encore à moins de 2 brasses de l'adversaire. Hein, et l'adversaire, bah, il va être engagé, mais il va être bloqué par la barricade. C'est-à-dire que s'il veut vous chercher, il va devoir contourner la barricade. Et potentiellement, en fonction de comment vous placez la barricade avec les objectifs, les décors, voire vos autres personnages, bah, l'adversaire va être bloqué et pas pouvoir taper Mesuzaru, ou en tout cas aller la rechercher encore, quoi. Puis si le seul moyen de passer, ben, c'est de passer à côté d'un Pongo Jones ou d'un autre Maruti, que ça soit V1 ou V2, hein, bah, littéralement, on n'a plus envie d'aller la chercher. Voilà, c'est un peu les trucs que j'ai pu voir côté Sundar. Maintenant, je reviens, pardon, au côté Maok. Et donc, côté Maok, c'est une disciple. Donc, déjà, direct, comme c'est une disciple, on pense tout de suite aux émas du monde Shantu, qui fait que finalement, les Maoks ont tendance à prendre ça de manière quasi systématique, et ben Mesuzaru, elle y a accès. Ce qui fait que Mesuzaru va coûter 10 pièces d'or de moins, elle va donc passer de 75 à 65 points, ce qui permet d'avoir une Sundar Maoki, entre guillemets, vraiment pas chère. Hein, et je pense que en tant que Sundar, moi je suis un joueur Sundar et pas Maok, Mesuzaru à 65 points, je la prends tout le temps dans ma bande. Mais en plus de ça, avec les ébats du Mont Chantou, eh ben, elle fait plus d'échecs critiques sur ses actions offensives et elle a un bonus de plus 2 sur ses actions offensifs. Et ben, Mesuzaru, bah, comme on l'a vu, elle a qu'une force de 3. Donc ses attaques de gun, qui sont ses principales attaques au corps à corps, ben, passer d'un seuil de 6 à un seuil de 8 de base, bah, c'est pas ridicule. C'est quand même un gros bonus qui fiabilise beaucoup ses attaques. Ah, bon, pour la botte, on passe direct de 9 à 11, heu, ce qui rend le seuil encore plus important. Hein. Mais cumulé avec son plus 2 en défense, elle se retrouve avec plus 2 en attaque, plus 2 en défense. Avec les épées du Mont Chantou qui finalement ne coûtent rien, même si Mesuzaru est la seule disciple. Parce que finalement elle coûte 10 de moins et vous la boostez avec 10 pièces d'or.
Mais bah, les Maoks, c'est bien connu, ils ont toujours tendance à avoir 2 ou 3 disciples, dans leur bande, donc on peut considérer que, ben, c'est gratuit, c'est offert, quoi. Donc rien que pour ça, Mezuzahru, en tant que disciple, elle a un gros bonus dans la faction, Maok. Néanmoins, elle a quand même c'est son côté un peu, le cul entre 2 chaises, hein, si je peux me permettre, puisque c'est une Sundar et ça reste une Sundar, même si elle est considérée comme pouvant être recrutée par les Maoks, elle n'est pas apatride. Elle n'est pas considérée comme étant Maoki. Or, la grande majorité des bonus, de la faction Maok sont des bonus pour les Maok. Alors déjà, il va y avoir un problème pour ceux qui aiment bien Idana Senju, ou Senji, pardon, puisque ce monsieur, il ne peut rentrer dans des bandes où il n'y a que des Maok. Donc déjà, vous voulez jouer Indana Senji, bah vous n'avez pas le droit de prendre cette nouvelle petite Sundar avec vous. Voilà. Bon, c'est le côté très arrogant et extrêmement intolérant de la faction Maoki qu'on connaît bien et ça passe bien dedans. Et ben, toujours dans cette intolérance, il y a beaucoup de personnages qui apportent des bonus aux Maok et uniquement aux Maok. Je pense par exemple à Odoriko, qui fait que ben il y a son fameux effet qui fait plus 2 pour lancer les sorts, ou alors la défense des Félidés ne coûte qu'un point d'action jusqu'à leur prochaine activation, etc. Bah voilà, c'est une Sundar, c'est pas une Maok et c'est encore moins un Félidé. Donc, quand vous jouez une bande basée sur Odoriko, sur le tigre, j'ai oublié son nom, Senji, là, je sais plus quoi, qui a vraiment un gros bonus avec les 2 dés en attaque, les 2 dés en défense pour sa V2, pour les Félidés, bah déjà, elle en bénéficie pas. Et il y a beaucoup de profils Maok qui ne marche pas avec elle, hein. Je pense par exemple aussi à Kao Kao, qui fait que ben, les Maoks ignorent leur premier jet de morale de la partie. Bon bah pouf, ça marche pas pour elle, etc. Et donc ça, des effets comme ça, c'est un peu bloquant avec ce personnage-là. C'est le côté un peu cul entre 2 chaises, où ben, voilà, j'ai des bonus parce que je suis un disciple, mais j'ai pas tous les bonus de la faction. Ce qui fait que dans une compo très orientée et force est de constater que souvent les joueurs Maoki, ils ont tendance à créer une bande autour d'une combo ou de plusieurs combos, ben elle va en bénéficier que moyennement. Ou alors, il faut vraiment penser la bande en fonction. L'un des rares qui peut avoir un effet positif, aussi avec, cette petite Sundar, c'est, Shiksu avec son petit Nebula là, le petit chaton qu'elle a sur son épaule, puisque ça lui apporte pour, 20 couronnes, il me semble, un bonus aux disciples, hein, notamment avec Nebula, voilà. Puisque les disciples peuvent apporter +2 en soutien à Shiksu. Bon bah voilà, elle c'est une disciple, ça fonctionne. Néanmoins, on est là-dessus. C'est que, en tant que joueur Maok, elle est forte, elle est très intéressante, mais ça va beaucoup dépendre de la construction de votre faction, de votre bande. Si vous avez certains bonus, certains Maok que vous aimez beaucoup et qui sont, on va dire, dans les côtés très intolérants de la faction, hein, qui aiment que jouer avec des Félidés ou que avec, des, des moines guerriers ou que avec des Maoks, hein, ben elle rentre pas dans cette combo-là. Faut vraiment une combo avec les disciples, ou alors jouer une bande Maok qui est pas trop tournée sur cette combo-là. Voilà. Bon, après, elle rentre dans ces factions-là, dans ces bandes-là, mais elle va être, on va dire, entre guillemets, un petit peu moins optimisée, parce que finalement, pour le même prix que cette Sundar, vous avez potentiellement, je crois, les lanciers impériales, hein, qui valent à peu près le même coût. Je crois que c'est 65 points, je crois, ou 70. Et elle, bon, bah en fait, les lancières, c'est des Maoks, c'est des disciples et c'est des Félidés. Donc, elle s'intègre plus facilement. Voilà. Donc, elle va demander une certaine réflexion, notamment pour les Maoks, hein. En Sundar, elle s'intègre facilement.
elle a des bonus comme on a vu, elle apporte quelques petits trucs en plus, mais elle s'intègre très bien parce que bah, c'est une Sundar. Et le côté disciple ne marche pas. Chez les Maoc, c'est un petit peu plus complexe pour l'intégrer dans une compo bien réfléchie. Néanmoins, ça s'intègre tout à fait. Surtout qu'elle a des caractéristiques de Sundar, hein, avec une très grande mobilité, qui ressemble un peu au Félidé, mais surtout une très très grosse dextérité. Et je pense notamment à ça, cette petite Mezouzaru est une excellente servante de canon impérial ou de canon Maoc, quoi. Canon Sundar aussi d'ailleurs, mais avec une dextérité de 6. Finalement, pour 65 points avec les émas du Mont Chantou, vous avez une super tireuse dans cette faction. Vous pouvez aussi l'équiper, en plus de son gun, pourquoi pas d'une arme à distance, hein, au vu de sa dextérité. Néanmoins, de base, n'ayant pas d'arme à distance, elle rechargera plus difficilement. Donc à voir. Je crois qu'on a fait un peu le tour de de ce petit profil Sundar Maoki, qui apporte pas mal de choses en plus, notamment je pense en système de survie. Avec son instinct de survie, je vois vraiment un personnage qui est fort pour aller chercher des objectifs, pour aller embêter, harceler avec son allonge et se barrer dès qu'on l'engage. Voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment une harceleuse. Et c'est vrai que les Maoki n'ont pas trop ça dans leur arsenal. On va penser maintenant à l'univers de Carnage avec la belle, la grande et l'élégante Nephthys. Alors, tous les lecteurs des romans de l'univers de Carnage connaissent Nephthys et attendaient impatiemment, et j'en fais partie, ce profil. Bon, il y en a d'autres, hein, j'attends aussi le patriarche. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc Nephthys, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas lu les romans, c'est finalement le bras droit du patriarche. Donc elle fait partie des dirigeants de la faction Tembo Kémiste, et c'est considéré comme la plus grande et la plus intelligente et la plus puissante j'allais dire des gazelles, hein, c'est des kémistes. Voilà. Donc c'est un personnage extrêmement fort, qui est extrêmement respecté et qui a une très 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 grande affinité avec Adansonia, donc avec la magie de la Terre, avec l'arbre vie. Hein, je ne vais pas vous spoiler les bouquins, hein, je vous laisse lire, ils sont très sympas. Mais forcément, elle est très puissante en termes de magie, au point que même les Tembo, comme le patriarche, demandent son avis quand il s'agit de communiquer avec Euteria. Voilà. Donc ce profil, c'est une figurine qui a été sculptée par, hélas, je ne sais pas qui, hein, et j'en suis désolé. Le nom à un moment est apparu, je crois, sur internet, sur Facebook, mais je ne le retrouve pas. En tout cas, la sculpture, sa forme, sa posture est vraiment très classe. On sent qu'elle est en train d'incanter ou de faire une sorte de danse de combat. On ne sait pas, mais en tout cas, elle est très dans le mouvement. C'est vraiment très classe. Il y a vraiment le côté très agile et finalement de sa faction que moi j'aime beaucoup. En plus avec les petites racines et tout, c'est très sympa. Elle a été mise en couleur par très joliment d'ailleurs par Gwenaël Jouy-Voulard. Nous avons donc un personnage de niveau 3, on s'y attendait, hein, au vu du profil et de sa puissance, qui vaut quand même 255 couronnes, c'est-à-dire plus que la moitié de votre fer de lance, et complètement à poil, sans armes, sans rien. Donc pour ce profil-là, on a quoi? On a un profil qui a une stature de 4, 6 en vitesse, 2 en puissance, 6 en agilité, 2 en constitution, avec une témérité de 6 et une intelligence de 7. Alors, c'est presque honteux hein, qu'elle n'ait que 7, je trouve, hein, moi personnellement. Mais après, là, c'est le fanbun des Tembo hein, qui hurle peut-être pas au scandale, mais
Voilà, hein, moi j'aurais mis limite 11 ou 12. Non, j'exagère, mais voilà, bon 7 c'est quand même très bien. C'est même excellent, de manière plus sérieuse. Elle a 10 points d'action, hein, c'est le minimum syndical pour un perso, qui vaut 255 couronnes et 24 points de vie. 24 points de vie, c'est pas énorme, mais ça reste une kémiste, hein. Les kémistes sont en carton-pâte de base et sont ultra fragiles. Néanmoins, on va voir que ces 24 points de vie sont la rendent extrêmement, forte et endurante grâce à ces autres règles. C'est une kémiste qui maîtrise la magie d'Adan Sonia, hein. Heureusement, c'est, la plus puissante, lanceuse de sorts, des kémistes. Elle est ambidextre, elle a la règle en éveil, hein, logique elle maîtrise la magie, donc elle a quand même +7 pour résister à tous les sorts. Elle a, et sa chose plus curieuse, l'affinité avec le chamanisme. Elle a la règle maître défense, ce qui fait quand même qu'elle peut relancer une fois par tour, une fois par activation ou une fois par tour, un jet quand elle se défend. Et elle a Bretter 4, qui se cumule très bien avec maître défense, puisque elle peut, au cours d'un même tour, faire relancer à l'adversaire qui l'attaque jusqu'à 4 dés. Et à côté de ça, comme ça suffisait pas pour sa survivabilité, elle a Moringa 5. Hein, ce qui fait que à chaque fois que, une attaque passe malgré tout ça, malgré maître défense, son niveau 3 et Bretter 4, eh ben, elle peut transférer jusqu'à 5 points de dégâts qu'elle subit à quelqu'un d'autre de sa bande qui est dans son aura. Avec une intelligence de 7, l'aura est quand même largement assez grande pour trouver un pote dans le coin et lui refiler 5 points de dégâts si lui aussi a la règle Moringa. Elle a endurance, c'est une règle assez générale pour, toutes les kémistes et en plus de ça, elle a riposte. Là, tout de suite, on se rend compte que la petite demoiselle, on n'a pas trop envie d'aller la taper au corps à corps. Parce que même si on arrive à passer, et à taper, elle encaisse sacrément avec 24 points de vie, puis on fait -5 à toutes ses attaques, à tous les dégâts potentiels. Hein, ce qui fait que si on fait pas de critique, on fait rarement plus que 6 ou 7 dégâts, même pour les plus gros persos. Donc finalement, même les gros persos, quand on fait pas de critique, on lui inflige au maximum 1 ou 2 dégâts. Donc avant d'atteindre les 24 points de vie sur elle, si on veut vraiment protéger le perso là, c'est compliqué. Et ça, c'est si on arrive à passer. Mais avec Bretter, maître en défense, son niveau 3, ses caractéristiques, eh ben, elle a quand même de fortes chances de se défendre. Et si elle défend, elle a le droit de riposter et d'avoir une attaque gratuite. De faire, enfin, elle tape comme, elle défend, elle va vous faire une attaque en riposte comme si c'était une attaque. C'est-à-dire potentiellement avec 3 points d'action, elle va vous faire les dégâts complets et 2 effets. Hein. Donc, finalement, on y réfléchit à 2 fois. Il faut envoyer du lourd pour taper dessus. Ou alors, faut l'envoyer dans un coin loin de ses copines et de ses copains pour vraiment lui faire des dégâts. Et comme ça ne suffisait pas, elle a des brassards Deutéria qui sont intégrés à son cou, qu'on peut retirer, pour 20 couronnes, mais en fait, absolument aucun intérêt de lui enlever puisque ces brassards Deutéria peuvent chacun contenir 5 pages d'un unique arcane, soit Adansonia sans restriction, soit chamanisme. Donc il faut bien comprendre qu'avec ces brassards, c'est au pluriel. Hein. Donc elle a 2 brassards, puisqu'elle a 2 bras. Hein. Alors on pourrait abuser en disant qu'il n'y a pas de nombre à côté. Donc en fait, Maneftis, c'est Madame Irma, elle a 5 brassards à chaque bras, puis elle a 2 brassards à chaque jambe. Bon, je pense pas que TGCM approuve ma tentative d'arnaque, mais globalement, de manière plus sérieuse, elle a 2 brassards. Ce qui fait que chacun des 2 brassards sert en fait de petit grimoire. Sauf que c'est des petits grimoires améliorés. Et le tout pour 20 couronnes. Puisque l'un de ces premiers brassards permettent d'obtenir des sorts de chamanisme, alors que de base, elle ne maîtrise que Adan Sonia, et ça tombe bien, elle a l'affinité avec le chamanisme, et l'autre brassard lui permet d'obtenir des sorts d'Adan Sonia sans restriction.
Au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce sans restriction. Et en fait, c'est sans restriction parce que elle peut obtenir des sorts, que ça soit des sorts réservés aux Kémis ou des sorts réservés aux Tembo. Donc Nephthys a accès aux 3 sorts Tembo, d'Eden Sonia. Et ça, c'est particulièrement puissant. Et ça permet énormément de combos, sur ce petit perso. Déjà, on va réfléchir sur sa magie avec une intelligence de 7 sur le chamanisme. Hein, donc très bien, vous pouvez soit vous dire, bah, je prends 5 pages d'Eden Sonia et 5 pages en chamanisme, soit je prends les 10 pages, par exemple, en Eden Sonia pour avoir vraiment tout. Bon. Le chamanisme, il faut se rendre compte que tous les sorts ne sont pas intéressants pour Nephthys. En tout cas, dans une bataille en fer de lance standard. On verra qu'en mode bataille, c'est complètement différent. Puisque certains sorts, notamment l'un des plus puissants du chamanisme, il s'active en fonction du nombre de goons alliés se trouvant autour du lanceur de sorts. Et ben, Nephthys, si elle est dans une faction Tembo, le nombre de goons autour d'elle alliés, il y en a 0. Le sort là, c'est l'esprit de Engaus, voilà, qui permet justement d'avoir un bonus en défense pour chaque allié, équivalent au nombre de goons dans l'aura, divisé par 2 du lanceur de sort. Donc ce sort-là, c'est vrai que de base, pas d'intérêt, puisque en fer de lance, on n'a pas de goon, sauf si potentiellement vous jouez avec des... comment on appelle ça, la goon porteuse d'eau. Là, effectivement, ça peut avoir un petit intérêt, parce que si vous prenez une ou deux porteuses d'eau dans votre faction, vu que les Tembo, ils y ont accès, puisqu'elle est alliée des Tembo, cette figurine-là, vous avez potentiellement un ou deux goons dans votre bande, ce qui permet d'avoir potentiellement un +2 en défense au tir et au corps à corps. Bon, c'est un peu situationnel. Ce sort-là, par contre, il est extrêmement fort en mode bataille, puisque je rappelle qu'en mode bataille, il y a un, comment on appelle ça, un pacte, hein, le pacte de Teria, je crois, ou le pacte, non, l'alliance, qui permet en fait d'avoir des fers de lance Tembo Chemist avec des fers de lance Goon. Ce qui fait que vous pouvez donc facilement avoir votre Nephthys au milieu de tout plein de Goon. Et donc là, clairement, le sort devient ultra fort. Mais on est en situation mode bataille. En tout cas, là, il y a toute une stratégie qu'on peut faire là-dessus. Les autres sorts qui sont intéressants, les autres sorts sont quasiment tous intéressants avec Nephthys. Je pense notamment au brouillard, etc., qui peuvent avoir un intérêt. Il y a des sorts de soins. Néanmoins, les sorts de soins du chamanisme, je les trouve moins forts, surtout avec une intelligence de 7 comme Nephthys, que les sorts de soins qu'il y a dans le domaine de Teria. Néanmoins, rien ne vous empêche d'avoir les 4 sorts de soins. Les 2 sorts de chamanisme et les 2 sorts chémistes de soins. D'autant plus que, pour rappel, Nephthys ayant elle-même une affinité avec le chamanisme, elle peut se balancer une onde revigorante sur elle-même sans aucune difficulté, donc avec un nombre de points d'action assez faible pour se rendre un des 5 points de vie, assez facilement. On a fait un peu le tour rapidement de la magie du chamanisme, hein, il y a d'autres combinaisons qui sont bien, mais la plupart des sorts, c'est soit dans l'aura, soit c'est sur un allié. Et donc un allié, c'est pas sur elle-même. Donc le côté affinité chamanisme, de base, ne fonctionne vraiment qu'avec l'onde revigorante ou le connaissance des simples. Hein. Et ben, ça tombe bien, c'est un sort qui permet de soigner. Hein. Donc Nephthys, grâce à ça, peut se soigner très facilement. Puisque ben, vous prenez un seul dé, si l'adversaire ne peut pas contrer votre sort avec une dissipation, bah, avec un point d'action, vous lancez le sort, il n'y a même pas besoin d'obtenir le 18 ou le 15 de seuil, il suffit de ne pas faire d'échec critique. Avec 3D, faire un triple as, je pense que c'est déjà arrivé, mais c'est pas tout le temps. Et de toute façon, Nephthys, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, ses dés de maîtrise, elle en a 3, ils sont full tous les 3. Voilà. Et à côté de ça, donc, elle a accès
et c'est là-dessus qu'on va revenir, sur la totalité de la magie Tembo Chemist. Dans la magie Chemist, bah, forcément, il y a les sorts de soins qui sont tous les deux extrêmement puissants. Pour la combo, comme on va voir. Le premier, ben, c'est un sort qu'elle lance, il faut atteindre le seuil, et puis la différence avec le seuil, c'est le nombre de points de vie rendus. Et je rappelle, Neftis a une intelligence de 7, ce qui fait que le seuil, de base, avec 3 points d'action, le seuil est déjà dépassé. Et donc, vos dés plus le petit bonus en plus, c'est du soin à fond. Donc Neftis rend énormément de points de vie potentiellement. Et ce sort, je crois qu'il peut même se lancer 2 fois. Donc c'est une super soigneuse. D'autant plus que Neftis, elle a l'autre sort de soin qui est potentiel. C'est le sort, moi, que je trouve que c'est le meilleur sort, tout domaine confondu, de tout le jeu. Un peu technique, mais la capacité de soigner toute la table de 10 points de vie, c'est super fort. Vous soignez effectivement vos adversaires aussi, mais le principe, c'est que c'est vous qui lancez le sort, et donc c'est vous qui choisissez quand vous le lancez. Donc littéralement, ben, quand l'adversaire s'est esquinté à vous infliger des points de dégâts un petit peu à partout, à vos bonhommes, et que vous n'avez pas encore activé vos grosses brutes qui vont aller taper votre adversaire, vous activez Neftis ou votre soigneuse, hein, mais Neftis est super efficace, vous lancez le sort et finalement les seuls que vous soignez, c'est vous-même. Ou alors, vous pouvez justement décider d'achever l'adversaire que vous voulez vraiment achever, pour ensuite activer Neftis avec des sorts de soin et soigner sans avoir besoin de soigner le bonhomme que vous vouliez achever. Donc c'est vraiment vous qui choisissez. Et la force de ce sort-là dans la faction Tembo Chemist, c'est que ben, vous avez Moringa. Ce qui fait que vous pouvez justement diluer les dégâts sur l'ensemble de votre bande. Et ben, au lieu d'avoir un ou deux bonhommes qui ont perdu 15 ou 20 points de vie, eh ben, grâce à Moringa, vous allez duer en mettant finalement 4, 5, 6, 10 ou 12 points de vie sur chacun de vos bonhommes. Et quand vous balancez après ce sort, bah, finalement, vous rendez la totalité ou la quasi-totalité des dégâts infligés à votre faction sur l'ensemble de la partie. Et ça, c'est super fort. En fait, ça s'intègre parfaitement avec une combo Moringa, hein. Et on va voir qu'avec Neftis, c'est exceptionnel. Mais on va continuer un petit peu sur la magie, puisque Neftis, certes, elle coûte cher. Donc le principal problème de Neftis, c'est que c'est compliqué dans un fer de lance de jouer Neftis et de jouer des Tembo. Bah oui, hein, parce que à 255 points sans rien, et un autre Tembo qui coûte, à part le novice, vite 200 couronnes, ben, vous avez plus grand-chose à côté, hein. Donc honnêtement, en fer de lance, c'est peut-être rigolo à faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Potentiellement, vous pouvez jouer un petit novice à 125 couronnes. Voilà. Il vous reste encore quelques couronnes pour jouer à côté, un ou deux petits profils à 50 couronnes, dans votre faction et avoir finalement 4 voire 5 activations. Mais l'intérêt, c'est que grâce à Neftis, vous allez avoir accès à ces sorts Tembo sans avoir à jouer de Tembo. Voilà. Et dans les sorts-là, il y en a qui vont parfaitement avec Neftis, hein, puisqu'il y a le fameux drain d'énergie qui permet au lanceur de lancer pour alors une difficulté de 21, mais comme elle a une intelligence de 7, ben, 7 x 3, 21. Donc en gros, quand vous claquez 3 points d'action, vous avez déjà atteint le seuil, hein, donc ça va être compliqué de le louper. Et ça vous permet en fait de prendre 3 points d'action sur 1 à 3 ennemis dans la zone de contrôle de Neftis. Alors, Neftis a une petite zone de contrôle, mais ça permet de jouer Neftis agressif en allant au corps à corps, et vous allez commencer en pompant les points d'action de l'adversaire. Et soit ben, l'adversaire claque tous ses points d'action restants pour contrer le sort, puis ben, il a perdu tous ses points d'action, puis vous avez perdu 3 points d'action aussi, mais derrière, ben, il n'a plus de points d'action pour défendre vos attaques. Soit il veut pas claquer les points d'action, ou il en a plus que 3, et donc vous allez récupérer tout ou partie des points d'action que vous avez claqués dans le sort. Donc vous, le sort va rien coûter, et l'adversaire va forcément perdre des points d'action. Et donc ça, avec Neftis, c'est très fort dans le côté, si vous jouez Neftis, agressif au corps à corps. Et comme on l'a vu ses caractéristiques et ses règles spé, on peut la jouer agressif. Elle tape très bien, surtout avec une vitesse et une agilité de 6. Il y a le sort confiance partagée.
qui fait que on peut relancer des dés pour elle ou pour un allié. C'est toujours un petit bonus en plus, c'est facile à lancer et ça peut être sympa. Mm. Par contre, le dernier, il faut cibler un tempo. Donc tout de suite, il faut jouer un tempo avec Neftis. Donc soit ben, c'est en mode bataille, soit ben, vous jouez, comme je disais, souvent un petit novice qui va avoir, grâce au sort là, effroi 13. Et donc sur un novice qui fait effroi 13, ça lui donne un bon petit boost. Voilà. On a fait un peu le tour de tout ça, et ce n'est pas terminé, puisque Neftis, elle a une petite carte de stratégie qui s'appelle la symbiose universelle, qui coûte 25 couronnes, ce qui fait quand même cumuler, ça fait quand même 280 couronnes pour l'ensemble. Néanmoins, pour ceci, Neftis est toujours considéré à couvert et gagne la règle furtivité. Et en plus, les alliés de son fer de lance acquièrent la compétence Moringa 3 ou augmentent la valeur de 2 s'ils la possèdent déjà. Alors, déjà, on va revenir sur le considérer à couvert et gagne furtivité. Furtivité, c'est une niveau 3, ça veut dire que dès qu'elle est à couvert et qu'on lui tire dessus, elle va gagner plus 3 à son jet de couvert. Bon. Et j'ai demandé à TGCM, Neftis est toujours considérée à couvert, en fait, mais elle n'a pas de bonus par rapport à ça. Hein. En fait, c'est un couvert plus 0. C'est juste que quand elle est au milieu de la pampa, ça lui permet d'activer son bonus de furtivité. Voilà, c'est surtout ça, en fait, hein. Parce que je leur ai demandé, bah oui, mais c'est un couvert léger, moyen, lourd, puisque on peut avoir un couvert qui passe de plus 0 à plus 4. Et ils m'ont dit, non, c'est un bonus de base qui fait qu'on considère qu'on est à couvert sans obtenir le moindre bonus. Mais comme elle a la règle furtivité, c'est-à-dire que bah, déjà, elle est au minimum à plus 3, même si elle est en plein milieu de la table et qu'elle n'est pas à couvert du tout. Mais ça veut aussi dire que si votre petite Neftis est derrière un couvert qui donne déjà plus 2 ou plus 3, et ben vous rajoutez le plus 3 de la furtivité. Et donc, la symbiose universelle booste les alliés de son fer de lance. Donc c'est tous les alliés, Tembo, Kémiste ou des autres factions, tant qu'ils sont dans son fer de lance. Hein, je pense notamment à ces petites goons porteuses d'eau. Voilà. Elles vont avoir Moringa 3, si elles n'ont pas de base, et s'ils ont déjà plus 2. C'est allié, donc ça n'affecte pas Neftis. Neftis passe pas à Moringa 7. Hein. C'est déjà fort, Moringa 5. Mais, et c'est là que je reviens sur la magie, hein, notamment avec les sorts de soins, et le soin universel, là, le sort qui s'appelle ressourcement, c'est ça. Parce que là, quelle que soit votre bande, grâce à Neftis, ils ont tous Moringa. Donc, grâce à cette carte stratégie, vous allez jouer sur un thème Moringa. Les joueurs qui ont déjà fait des bandes, des fers de lance à thème Moringa ou qui ont affronté des thèmes Moringa avec une ou deux prêtresses kémistes pour soigner, se sont rendus compte à quel point c'était horrible. Mais là, vous avez des profils qui n'ont pas Moringa de base, qui peuvent intégrer ce style de faction. Je pense notamment aux guerrières niveau 2 ou niveau 3, qui je crois n'ont pas Moringa, à à la petite archère niveau 3, qui n'a pas Moringa. Hein. Donc vous avez des profils d'élite qui se mettent à avoir Moringa. Hein, et ça marche sur toute la table. Hein. C'est ses alliés, c'est pas dans son aura, etc. Et en plus de ça, bah, potentiellement, je reviens à mon petit tempo qui est en mode novice, qui vaut 125, et ben ce tempo-là, il se retrouve avec Moringa 3. Ce qui fait que bah, c'est pratique, hein, les tembos, c'est des sacs à PV. Et ben vous mettez Neftis et vos petits profils kémistes à côté, ils peuvent se retrouver pardon, à utiliser Moringa avec ce tempo-là qui, de base, ne le permet pas. Et avec les sorts de soins, vous pouvez potentiellement soigner tout ou partie. Et ça fait une faction qui potentiellement est extrêmement résistante. Bref, un perso très fort. En plus, je rappelle qu'elle est ambidextre. Donc pour aller au corps à corps, on conseille quand même, je conseille personnellement d'avoir une arme dans chaque main. Donc de lui cumuler 2 armes. Hein, vous pouvez très bien lui mettre une petite arme à une main gratuite et puis une autre arme un peu plus forte.
Mmh. Et avec une vitesse et une agilité de 6, vous pouvez très bien l'imaginer avec un arc de Teria, par exemple. Puisque je crois pas qu'ils soient réservés aux, je peux dire une bêtise, hein, mais ils sont peut-être pas réservés aux, c'est peut-être réservé aux kémistes, mais c'est une kémiste. Ah, ou à un autre arc, par exemple. Parce qu'il me semble que l'arc, je vais vérifier, hein, mais il me semble que cet arc-là, justement, c'est un arc qui se manie à une seule main. Donc si elle y a accès, c'est quand même très fort. Sinon, vous prenez une arme à une main. Oui, le petit arc de Teria, c'est un arc à une main qui est réservé aux kémistes. Donc vous pouvez très bien imaginer que vous prenez Neftis avec un petit arc de Teria, à côté une petite arme à une main au corps à corps, et puis ben, tant que vous n'êtes pas engagé au corps à corps, vous faites de la magie et vous tirez vos petits arcs de Teria. Avec A et V à 6, l'adversaire il rigole pas quand vous lui tirez dessus. Et puis une fois engagé au corps à corps, ben certes, l'arc de Teria vous empêche pas de taper au corps à corps. Vous pouvez taper avec au corps à corps, vous donner des coups de crosse ou de je sais pas quoi. Ça n'a pas de bonus de particulier au corps à corps, mais ben ça permet d'avoir le bonus quand même d'ambidex, puisque vous allez taper pour 3 points d'action avec votre petit arc de Teria et avec votre autre arme à une main. L'intérêt d'avoir une arme à une main qui se manie à deux mains, en théorie avec ambidex, c'est d'avoir la règle riposte, mais riposte, Neftis l'a déjà. Donc pas trop d'intérêt là-dessus. En tout cas, un perso très fort, très très polyvalent, extrêmement polyvalent, qui permet de faire une bande vraiment à thème. La seule chose que je regrette, entre guillemets, un petit peu, c'est que Neftis rend l'intérêt de mettre un tembo dans son fer de lance un peu moins intéressant, puisque finalement elle coûte très cher et elle a elle-même accès à la magie des tembos. Donc moi je vois vraiment Neftis comme dans un fer de lance à 100 couronnes, comme un très bon choix pour les joueurs qui adorent jouer full chemist, par exemple. Voilà. Puisque le seul autre endroit où je vois avec un tembo, ben, c'est un petit novice. Mais même là, hein, vous prenez euh, la kémiste Neftis tout complet avec le novice, vous êtes déjà à 405 points et Neftis, vous lui avez pas encore mis d'objet, hein, d'armes. Ni le novice d'ailleurs, hein. Il vous reste plus que 95 couronnes pour le reste. Ce qui fait que vous pouvez même pas mettre deux petits profils niveau 1 à côté. Ça commence à être très limite en fer de lance normal. Par contre, ben, en mode bataille, là c'est beaucoup plus la fête parce qu'on a plus de points de vie et on peut très bien se permettre de faire un gros fer de lance avec Neftis et un gros fer de lance à 700 couronnes par exemple. Où là forcément vous pouvez intégrer un maximum de figurines, même un ou deux Tembo dans ce fer de lance là, pour avoir ce bonus de Moringa sur ces bonhommes là. On peut très bien voir en mode bataille, si vous voulez jouer un truc full Moringa, et ben dans deux de vos fers de lance vous mettez que des personnages avec Moringa et le fer de lance ou Yaneftis, vous mettez les personnages que vous voulez ou les bonhommes que vous voulez qui n'ont pas Moringa de base, par exemple. Et là, vous vous retrouvez avec du Moringa à fond. Voilà. Et bon, bah, on a parlé effectivement de ce pacte avec les goons et leur chamanisme. Mais en tout cas, les combinaisons, elle est extrêmement forte en magie, elle est extrêmement forte au corps à corps, elle est extrêmement forte au tir potentiellement et défensivement. Et en plus, elle apporte des bonus à la bande. C'est un sacré profil. Elle a néanmoins quelques faiblesses. C'est qu'elle a que 10 points d'action, hein. Elle peut pas non plus lancer 5 sorts, faire 5 attaques qui a 3 points d'action, faire 2 tirs avec son arc, et en plus faire le café et 3 objectifs, hein. Il va falloir faire des choix. Et ce choix-là, on le paye en coût. C'est de la polyvalence qu'on paye. Mais c'est de la polyvalence de qualité. Il faut penser à une bande autour et le profil qui, moi, je pense, intègre très fortement avec elle, que j'aime beaucoup, mais que son principal problème, c'est qu'il n'a pas Moringa de base, c'est la petite Vestale Kémiste. Parce que, ben, avec son apaisement, elle fonctionne très bien dans un truc défensif Kémiste.
Et la Vestale, elle est très fragile, mais avec Moringa, elle devient beaucoup plus solide défensivement. L'autre fragilité de Nephthys, c'est qu'elle n'aime pas du tout les très 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 grosses baffes. Certes, avec Moringa, elle enlève 5, mais si vous faites un critique, que de base, je prends le cas le plus gros, hein, c'est vous avez un berserker Kérops qui fait un critique et qui fout une baffe à 18 ou 22 dégâts, elle aura beau enlever 5, elle va quand même prendre 13 ou 15 points de vie en moins, et elle viendra de perdre les 2 tiers de ses points de vie, hein. Et si elle prend une deuxième baffe derrière, elle est morte. Et pour pouvoir se soigner, il faut qu'elle s'active. Et entre 2 activations, tous les Kérops adverses vont pouvoir taper. Voilà. Sauf si effectivement, dans votre bande, vous avez joué d'autres, une Vestale avec des sorts de soins, ou une prêtresse kémiste niveau 2 ou niveau 3 avec des sorts de soins, voire avec le sort de résurrection euh, sur Nephthys et tout. Voilà. On a fait le tour de tout ça, si ce n'est au niveau équipement. Ouais, équipement, Nephthys, honnêtement, vu ses caractéristiques, hein, puissance et constitution très faibles, pour éviter les petits rigolos qui ont fine lame et qui vont attaquer uniquement avec puissance ou constitution, avec des attaques à 1 PA ou des attaques gratuites, hein. Le petit home qui va bien pour éviter ça. Ou alors le home qui permet d'ignorer les effets d'un critique, puisque c'est sa principale faiblesse, hein, grâce à Moringa. Ça peut être utile. Au niveau des armes, moi j'ai trouvé direct que le petit arc de Teriel était très sympa, parce que ça lui permettait quand même d'être agressif dès les premiers tours, potentiellement. Et moi, dans les armes à bas coût, il y en a plusieurs qui sont très bien, que je trouve très forts avec elle. Et franchement, vous avez l'embarras du choix en armes de niveau 1, enfin en armes à une main, qui fonctionne très bien avec, quoi. Je pense n'avoir pas oublié grand-chose, ou probablement d'autres, quelques trucs. Il y a sûrement plein de combos dont j'ai pas parlé, et il faudrait voir en table. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont faire de ce premier personnage qui sort cette année, parce qu'effectivement, TGCM nous a annoncé que cette année, ça va être une année très orientée monture et personnage, où chaque faction va avoir son nouveau perso. On voit que celle à ouvrir le bal pour le mois de février, c'est Nephthys. Et il y en a de très nombreux qui vont suivre pour chaque faction. Voilà, en tout cas, là, on a déjà un bon perso euh, très intéressant, sans qu'il soit quand même ultime, hein. Elle va pas faire le café, euh, au vu de son coût en tout cas. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.